Dans les vidéos précédentes, nous avons suivi le déplacement de l'avion sur les hexagones, donc la partie hexagone, la partie altitude et la partie speed pour la vitesse. Nous allons maintenant remplir les autres cases de ce tableau. Dans chaque scénario, vous allez trouver un encadré de ce type pour chacun des avions qui va être joué dans le scénario. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est notamment la masse, ici la total weight, qui est de 22 680. Et puis après, vous avez tous les paramètres concernant les emports, stored weight, le carburant emporté et tout un tas d'autres paramètres. Donc là, l'armement qui est emporté par l'avion, on le voit sur le tableau ci-dessous, deux AIM-9M qui sont montés en bout d'aile. Nous allons voir comment on lit ces différents tableaux et comment déterminer les masses des différents emports. Au dos de la data chart de l'avion, vous avez tous les paramètres de masse de l'avion. Donc vous pouvez voir en haut la empty weight qui est de 19 100, la maximum take-off weight qui est la masse max au décollage de 42 300, le internal fuel weight qui est la masse interne en carburant de 6 972, les fuel points, ça on le verra plus tard, et drag point per store point, on va également l'expliquer dans cette vidéo. En dessous, dans le tableau, vous avez les différents armements que l'avion peut emporter, ainsi que leur position sur l'avion. Et donc ce qu'on appelle les stations, c'est les points d'emport. Vous remarquez sur la colonne weight, vous avez parfois noté MDC. MDC, c'est-à-dire Missile Data Chart, c'est-à-dire que si vous devez retrouver la masse de ce missile, par exemple de la IM-9, il faut se référer à la data chart du missile. Voilà. Il y a une vidéo que j'ai expliqué justement déjà dessus pour expliquer comment retrouver ça. Donc si on revient sur le petit tableau de notre scénario du tutoriel, on a la masse totale, c'est la masse que l'on va utiliser justement dans notre tableau, 22 680. Et les store weight, pour l'instant ça ne nous intéresse pas. Le fuel weight, en fait, c'est la quantité de carburant. Donc on voit que 3200, c'est inférieur à la masse interne maximale de l'avion. Donc on a un F-16 qui est chargé à moitié de pétrole. Voilà. Ce qui va lui donner notamment de meilleures performances. Donc nous, ce qui nous intéresse là, c'est le total weight qu'on va reporter sur notre tableau. Donc on va reporter la masse dans la partie weight, donc 22 680. Autre information que l'on a dans le tableau, on a la store drag plus 0. Donc là aussi, on va pouvoir mettre 0 ici. On va mettre là aussi le plus. Il nous reste ensuite à voir la partie wing loading et safe load. Au recto de la data chart de l'avion, vous avez un tableau wing load sur le côté. On va rechercher dans la partie weight la masse de notre avion qui est de 22 680. Donc 22 680, on est donc entre 21 700 et 23 200. On va donc prendre la valeur directement supérieure qui est donc 23 200. Et on va suivre la ligne des différents paramètres que l'on a juste à côté. Donc on va trouver donc ici notre wing load et notre safe load que l'on va donc reporter sur le tableau. Je reporte donc la wing loading ici, 75, et la safe load. Alors on avait 8.5, par contre, ça je vais vous le montrer juste après, on va mettre 9.5. En effet, parce que les paramètres que l'on a sur la data chart de l'avion ne sont pas exactement les mêmes que ceux que l'on a dans le tutoriel. Donc je vais rester dans l'esprit du tutoriel, je vais mettre exactement ce que l'on a. Je vais vous montrer pourquoi. En effet, si vous regardez le tableau WingLoad qui est dans le fichier du tutoriel, si on prend une masse de 22 680, donc on prend le 23 200, on a une WingLoad qui est bien de 75, comme ce que l'on a trouvé sur notre data chart. Par contre, la safe load est de 9.5. Donc on n'a pas les mêmes paramètres de safe load. Pourtant, si on regarde en dessous,
c'est bien la table du F16C bloc 30 que j'ai pris pourtant. Donc ce qui est fort probable, c'est que entre le moment où le tutoriel a été créé, la data chart du F16 a probablement été modifiée. Donc ce qui explique certainement cet écart. Donc on va rester sur ce qui est donné dans le tutoriel et on va garder 9.5 en safe load. Pour vous expliquer en quoi consistent ces paramètres, la wing load, c'est ce qu'on va appeler la charge à l'air. C'est-à-dire la charge que va devoir supporter l'aile pour, on va dire, sustenter l'avion et permettre de voler. Donc plus vous avez un avion qui est lourd, plus forcément les ailes vont devoir porter cette masse. Et donc cette masse va être un handicap dans les manœuvres. Plus l'avion est léger, plus cela signifie que la capacité de l'aile à créer de la portance va être ainsi plus importante. Et donc l'avion va pouvoir virer plus serré. Donc si on prend l'exemple que l'on a ici, pour une masse de 23 200, on a une wing load de 75. Cela nous permet d'atteindre un safe load, qui est un facteur de charge sûr, sans que l'on endommage l'avion, de, si on prend vraiment cette data chart là et non le tutoriel, de 8.5. Donc l'avion pourra monter jusqu'à 8.5 G. Ce qu'on peut remarquer, c'est que si on prend une masse plus légère, si on prend 20 200, donc la masse mini que l'on a sur ce tableau, on a une wing load qui est plus faible, donc 65, et un safe load qui est de 10, donc on peut monter jusqu'à 10 G. Donc plus l'avion est léger, plus l'avion va pouvoir prendre des G et va donc être plus performant. Inversement, si vous prenez des masses plus importantes, si on prend la masse de 42 300 tout en bas, la wing load est plus forte, 140, et on pourra prendre que 5 G, donc l'avion va virer beaucoup moins serré. Donc il faut vraiment comprendre ces paramètres-là. Nous allons à présent utiliser les nomographes pour remplir les cases suivantes et nous allons commencer par la case KEAS. KEAS, ça signifie Equivalent Airspeed et le K qui est début pour knots, donc la vitesse. En haut, vous avez les étapes et l'ordre d'utilisation des différentes étapes des nomographes. Donc nous allons commencer en effet par la partie 1 qui nous permet de déterminer la KEAS à partir de l'altitude et de la vitesse. Ces paramètres-là, nous les avons sur notre tableau puisque nous avons une altitude 110 et une vitesse de 390. Donc nous allons suivre le tableau qui est ici. On voit le petit 1 ici. Les ronds que vous avez ici, altitude et speed, signifient que ce sont des vitesses qu'on connaît déjà. Donc c'est à partir de ces paramètres-là qu'on va déterminer le paramètre qui est au milieu, qui est ici. Donc je vais attraper ceci et je vais aligner le 110 avec le 390. 390, 110. Et je vais tracer une droite entre ces deux points. Voilà. Et je vais donc chercher l'intersection que l'on a ici. Voilà. Et donc, on obtient donc 275. Petite précision, sur ce tableau, vous notez qu'il y a deux échelles. Vous avez une échelle bleue, une échelle noire pour la partie KES et pareil pour la partie speed. En effet, il faut faire correspondre les valeurs dans les bonnes couleurs. C'est-à-dire si vous attribuez la vitesse sur l'échelle qui est ici, donc la partie en bleu, à ce moment-là, le résultat que vous allez devoir chercher sur la KES est ici, dans la partie bleue. Et inversement, si vous prenez la vitesse qui est dans la KES qui est ici, c'est que vous avez pris la vitesse qui est dans cette partie-là, la partie noire. Donc faire bien correspondre le noir au noir, le bleu au bleu. Ça c'est important. Ces paramètres-là, justement, c'est utile quand vous avez des vitesses relativement élevées. Et donc il est important de prendre ces bonnes échelles. Je vais à présent noter donc notre résultat, 275 dans la partie
KEAS. Nous allons maintenant déterminer le MAC. Pour déterminer le MAC, eh bien, on va prendre le tableau numéro 2. On voit que c'est l'étape 2 ici. Déterminer le MAC à partir de l'altitude et de la KEAS. Donc l'altitude, on l'avait déjà. La KES, on vient de la déterminer. Comme vous pouvez le remarquer sur le tableau qui est là, vous avez les symboles de l'altitude qui est en rond et la KES qui est en hexagone. Tout simplement parce que c'est une valeur que l'on a déterminée dans une étape précédente. C'est justement la légende de ce symbole. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va prendre notre règle, on va prendre notre altitude, 110, et on va aller chercher notre KES qui était de 275. 275, je fais correspondre tout ça. Et je trace la ligne. Voilà. Donc ce que l'on obtient, c'est ici. Sauf que ce qui va nous intéresser ici, ça n'est pas réellement le nombre de MAC. Tant qu'on est sur du slow, du LTD, du HTD, on ne notera que la partie. On ne note les MAC de manière numérique que lorsque l'on est en supersonique, donc en dehors de ces parties-là. Donc on est dans la partie grise, qui est la partie slow. Si on était dans la partie orange, LTD, c'est Low Transonic Drag, c'est-à-dire qu'on approche un peu de la vitesse du son, mais on est dans la partie basse de la partie transonique. Et HTD, c'est High Transonic Drag, donc on est dans la partie haute du transonique. Là, ici, on est en slow, donc on va noter slow sur la case de notre tableau. Je note slow ici. Il va donc maintenant nous rester la aéroload limit que nous allons déterminer dans la prochaine vidéo.